Hello, hello, hello. Je te souhaite la bienvenue sur ce deuxième podcast. Alors, j'espère que tu vas bien et que le premier podcast t'a énormément plu. Alors, je suis très contente et reconnaissante parce que pour une première fois, nous avons eu quand même plus de 1000 vues. Alors, je vais aborder dans la même thématique. Je te souhaite encore la bienvenue. Je m'appelle Armelundo. Si tu ne me connais pas, je suis conseillère conjugale. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de guérir des blessures de la maison de notre enfance. Oui, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que nous ne nous rendons pas compte, mais nous sommes conditionnés par notre milieu, celui qui nous a vu naître, le milieu où nous grandissons, la sphère dans laquelle nous évoluons nous façonne. C'est très important parce que avant de vouloir associer sa vie avec quelqu'un, avant de vouloir rentrer en relation avec une autre personne, on doit s'assurer d'être une personne assez équilibrée sur le plan émotionnel. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler des blessures, de ce que nous pouvons rencontrer dans notre maison familiale, dans la sphère dans laquelle nous avons grandi. Nous allons essayer d'aborder dans ce podcast un peu les situations qui auront pu nous heurter, nous traumatiser, marquer notre caractère, nous façonner ou nous déformer, parce que c'est une réalité. Alors, la première chose que je voudrais te dire, c'est que avant d'appréhender, d'espérer, avant de penser à entrer en relation avec quelqu'un, il faut savoir qu'une relation, pour qu'elle fonctionne, une relation pour qu'elle porte son fruit, pour qu'elle soit épanouissante, nous ne devons pas aller dans l'optique que la relation est un centre psychologique, un centre psychiatrique ou un hôpital en quelconque. Non. Une relation a besoin de nous, une relation a besoin que nous nous sentons bien, une relation a besoin que nous pensons bien, que nous agissons bien et surtout, surtout, que nous ne soyons pas une pompe à énergie, une pompe à requête, oui, parce que quand on vient d'un environnement toxique, même si c'est les parents qui ont créé ou la sphère familiale a été pour nous toxique, nous ne pouvons pas sortir de là et dire que rien ne s'est passé. Non, je crois que il faut faire une pause et il faut travailler sur soi parce que tout environnement façonne l'être. Tout environnement le façonne de façon positive ou de façon négative. Mais même, j'ai constaté une chose, en fait, lors de mes études, parce que j'ai fait un peu de psychologie de l'enfance et j'ai constaté quelque chose, en fait. Il disait, par exemple, c'est un grand psychologue que j'aime beaucoup et il est spécialisé dans la psychologie de l'enfance. Il disait que par exemple, le fait de venir d'une famille nombreuse, chaque enfant ne le vivait pas aussi bien que cela. Il y a d'autres enfants, par exemple, qui vont se dire, «Moi, je ne suis qu'un nombre dans la famille. Je représente le numéro 5, le numéro 6, le numéro 4 ou le numéro 1». Et puis, il y a d'autres enfants qui vont réellement, s'inspirer, trouver un réconfort, fonder une fratrie, avoir une sphère d'amitié, avoir, une force de cette sphère. Mais il y a d'autres enfants aussi qui le vivent très mal. Papa n'a pas eu du temps avec moi, maman est toujours été occupée, pardon, à s'occuper du premier, du deuxième, du troisième. Donc nous percevons différemment l'environnement dans lequel nous évoluons, où nous grandissons. Alors ici, on va pas parler forcément de cette, heu, de cette sphère familiale qui est composée juste de papa et de maman et de nous. Non, nous allons parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu de l'opportunité de grandir avec papa et maman. Il y a des célibataires qui n'ont pas eu l'opportunité de grandir même avec leurs parents pour X ou Y raison. Alors nous allons plutôt nous focaliser sur cette sphère familiale. Peu importe sa composition, que tu sois que tu aies été, pardon, grandi, enfin, que tu as évolué dans une sphère familiale où il n'y avait que ta mère qui jouait le rôle de père ou de mère, il n'y avait que ton père qui jouait le rôle de mère et de père, parce que ça existe aussi, c'est vrai qu'on ne le dit pas, mais ça existe, où il n'y avait que
tes grands-parents, ou tu as évolué chez une tante, ou tu as évolué dans la maison familiale de tes parents. Nous allons parler de cette sphère-là dans laquelle nous avons évolué, nous avons été façonnés. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que la plupart des célibataires fuient la cellule familiale. Oui, je crois que moi aussi, à un moment donné, j'ai fui la cellule familiale. Je crois que, parce que moi, mes parents se sont séparés à l'âge de 9 ans et je ne suis pas partie, mais j'ai fui. Et on fuit de plusieurs manières. Il y a certaines jeunes filles qui vont se réfugier dans les relations précoces avec un besoin pressant d'amour, de reconnaissance, de valorisation, parce que simplement, dans la cellule dans laquelle elles ont évolué, ben, il n'y avait pas la figure paternelle, maman n'était pas présente, il n'y avait pas l'expression de l'amour, et du coup, quand on grandit, vu que ça fait partie de notre mode d'évolution, nous en avons besoin, alors on va tomber précocement dans une relation. On ne sait pas le pourquoi, mais on vit du je t'aime, on vit du regard de l'autre et on s'accroche parce que il faut revenir en fait il faut éveiller les consciences. Il est anormal qu'à 13 ans, qu'on puisse parler d'amour. D'amour envers le sexe opposé. C'est anormal. Il est anormal qu'à 16 ans, même, je pourrais même dire parfois même à 17, 18 ans, qu'on puisse en faire de l'amour du sexe opposé, le besoin d'amour du sexe opposé, le besoin d'être avec quelqu'un, une norme. En réalité, ce n'est pas une norme. On est conditionné. Comme ça fait partie de notre évolution, nous en avons besoin. Et quand les parents ne remplissent pas cette fonction, instinctivement, nous allons être interpellés par tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors, ça peut être un regard, ça peut être un sifflement pour la jeune fille, ça peut être un je t'aime, un tu me plais bien. Ce sont des petits mots qui vont allumer en nous des marqueurs. Ah, il m'aime, mais on ne pèse réellement pas et on n'a même pas le pouvoir de peser réellement les conséquences de cette relation précoce. Donc, le plus souvent, nous fuyons. Et que fuyons-nous? Parfois, nous fuyons le simple fait que ben, les parents, en fait, ont tout le temps des disputes, des désaccords, qu'ils ne s'entendent pas. Alors, en nous, ça résonne un écho de déséquilibre total. En nous, ça sonne tellement fort et on a l'impression de subir. On subit les disputes incessantes, on subit le manque de communication, on subit l'indifférence des parents, on peut subir aussi la colère de maman, on peut subir l'adultère de papa, on peut subir l'abus des oncles et des tantes. Alors, le manque aussi. Alors, le manque, ce n'est pas la pauvreté, c'est juste le fait de ne pas avoir plus. Il y a des familles comme ça qui grandissent en fait dans, OK, on n'a pas le plus, donc on n'a pas le plus, on n'en a jamais trop, mais on n'en a pas assez. C'est ce que j'appelle le manque. Alors, il y a aussi le manque parce que même quand on a un certain âge, on est quand même conditionné par le regard des autres. Quand on va à l'école, il y a la collègue ou le collègue toujours bien apprêté, toujours à la mode. Et puis nous, on n'a pas droit simplement à cause du manque. Ça aussi, ça nous pousse à fuir la cellule familiale. Alors, la pauvreté aussi. La pauvreté nous conditionne énormément. La pauvreté, les parents l'ignorent, mais la pauvreté crée la jalousie, crée l'envie. La pauvreté crée l'amour de l'argent parce qu'on résout tout à l'argent. Et ça aussi, ça peut pousser à fuir la cellule familiale. L'absence des parents. Oui, on peut avoir des parents présents, mais absents. Parce que j'ai fait des études et dans ces études aussi sur l'équilibre de l'enfant, pour permettre à l'enfant d'évoluer, chaque parent devrait passer au moins 1 heure de temps avec son enfant, de façon individuelle. Alors, si vous avez 4 heures de temps, vous devez passer au moins, si vous avez 4 enfants, pardon, vous devez passer au moins 1 heure par enfant, donc 4 heures par jour. Alors, moi-même, je pêche là-dessus. Je crois que je suis, s'il faut le compter, je crois que je suis peut-être à
30 minutes par jour individuellement avec chacun de mes enfants, je n'ai pas encore atteint le quota de 1 heure. Mais cela renforce en fait l'estime de soi, cela renforce le lien parent-enfant, cela nous permet de connaître notre enfant, de discerner notre enfant, de savoir comment le remplir de façon exceptionnelle en, en acceptant que nous avons oui plusieurs enfants, mais nous n'avons pas un groupe de mêmes enfants. Donc, l'absence des parents, le papa qui travaille trop, la maman qui est peut-être là mais distraite, tout ça, ça crée en fait un certain déséquilibre en nous et ça crée ce qu'on appelle une fuite en avant. Alors, et nous avons toute forme d'abus, la violence. Il y a des cellules familiales où le bâton, mais surtout celle africaine, enfin, on peut même pas stigmatiser parce que ça existe aussi en Europe, où vraiment le fouet, le bâton, l'éducation avec la correction physique existe réellement. Alors ça aussi, ça peut nous pousser à fuir. Et en parlant de ça, hier, je discutais avec une dame qui m'a appelée et elle m'a raconté un témoignage qui m'a beaucoup heurté, qui m'a vraiment choquée. En fait, c'est un père, je crois que l'enfant voulait attirer son attention. Vous voyez, quand on a un parent qui a, qui a cette autorité abusive et toxique, alors l'enfant voulait attirer son attention et alors il se permettait de prendre sans demander. Bon, moi, dans l'éducation que je donne à mes enfants, c'est vrai qu'il y a la notion de demander, mais il y a aussi la notion de liberté. Par exemple, si mon fils, ma fille, moi j'en ai 3, souhaitent prendre un yaourt, je ne vois pas pourquoi ils devraient me demander. Peut-être, j'accepte qu'il me demande à partir du deuxième yaourt, mais si mon fils a le désir ou s'il souhaite manger en dehors des repas, là oui, je vais appeler ça la deuxième demande. Donc pour moi, je vais le tolérer. Mais si mon fils ressent la faim ou ma fille, j'estime qu'ils n'ont pas à venir me demander s'ils avaient le droit d'ouvrir le frigidaire, prendre un yaourt. Mais il y a des familles où les enfants sont conditionnés à demander le tout. Alors, est-ce que je peux allumer la télé? Est-ce que je peux aller dans ma chambre? Est-ce que je peux jouer avec tel jouet? Est-ce que? Mais moi, je ne suis pas dans cette optique de demander parce que moi, nous sommes dans une famille et j'aimerais que mes enfants s'approprient le chez nous, donc le chez nous, mon époux et moi, le chez eux. Alors, et le chez eux, dans la sphère familiale, il doit avoir une certaine liberté. Et nous, les parents, nous devons encadrer et nous devons corriger, nous devons conseiller, nous devons ramener à l'ordre, mais dans une certaine liberté. Parce que je me souviens, j'aime bien ce verset qui dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, il y a la liberté d'aller, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'agir. Et quand un enfant est continuellement conditionné à demander, est-ce que je peux aller, est-ce que je peux, est-ce que c'est comme si il n'arrivait pas à s'approprier en fait le fait qu'il soit chez lui. Et c'est archi faux parce qu'il y a des parents qui disent oui mais l'enfant doit demander parce que s'il va chez les gens, non, quand il y a une différence entre chez nous et chez les gens. Naturellement, mon fils n'ira pas ouvrir le frigo de chez ma sœur. Bon, chez ma sœur encore à la limite, puisqu'on a à peu près le mode de fonctionnement, chez mon frère aussi, mais il n'ira pas ouvrir le frigo chez une amie, chez une connaissance, en disant je vais prendre un yaourt sans demander. Non, non. Mais chez nous, l'enfant doit être libre de ses mouvements. Alors, pour revenir à l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, à un moment donné, je crois que il devait recevoir trop le nom. Alors, il a commencé à prendre sans demander. Et ils l'ont assimilé à du vol. Ce que je trouve bizarre, c'est que euh, je ne peux pas appeler ça un vol dans la cellule familiale. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors, il pouvait manger sans demander. Et je crois que tellement on lui disait non, qu'il en avait fait comme, OK, on me prive et je vais prendre parce que j'en ai besoin. Et du coup, les parents l'assimilaient à un vol. Alors, une fois, son papa est rentré et il passait son temps à le taper, 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 mais le taper vraiment de façon violente et extrême. Et même si moi je suis contre toute forme de violence faite aux enfants, je crois que on peut élever un enfant sans le taper parce que c'est pas un animal. Je crois qu'on peut élever un enfant sans le sans
sans l'insulter, sans le mépriser, sans l'humilier pour obtenir quelque chose ou encore sans la peur. Moi, j'élève plutôt mes enfants dans le respect et dans la considération et je responsabilise. J'aime bien dire à mon fils: «Je compte sur toi, s'il te plaît, ne le fais pas, ce n'est plus à ton niveau. Oui, tu as le droit à l'erreur, mais écoute, là, maintenant, cette erreur n'est plus cautionnable à ce stade» et c'est comme ça que j'élève mes enfants. Alors, je réprimande beaucoup, je parle beaucoup, j'échange beaucoup et j'essaie de transmettre les valeurs qui, pour moi, sont importantes et nécessaires pour l'équilibre d'un enfant. Alors, donc il tapait son enfant violemment et je crois que là, ça devenait une violence, mélangée à de la colère, mélangée à la déception, mélangée à l'offense et c'était vraiment terrible et une fois, l'enfant est allé dans la cuisine et puis il a mangé toute la moitié des morceaux de viande de la marmite et quand la femme de son père est rentrée, elle a demandé si c'était le mari qui l'avait fait. Il disait non, donc ils se sont rendus compte que, elle a appelé le mari, demandé si c'était lui, ils se sont rendus compte que c'était l'enfant. Quand l'enfant a su que son papa s'était rendu compte, il n'a même pas cherché à comprendre, il a pris ses pieds, il est sorti. Et aujourd'hui, il se retrouve en maison d'accueil en France et j'ai trouvé cette histoire très triste. Juste pour des morceaux de viande. Parce que je crois que quand on durcit, quand on conditionne trop l'enfant, mais ça en fait un voleur. Parce qu'il n'y a pas de liberté. Je crois. Ça c'est moi, mais c'est pas le thème du jour. Donc, la violence. Il y a aussi le viol. On n'en parle pas, mais il y a le viol dans la cellule familiale. Il y a l'inceste. Il y a le climat toxique. Oui, parce que quand on a un parent qui n'est pas guéri de ses émotions, quand on a un parent qui n'a pas eu le temps de faire une pause et de se dire: «Qui suis-je? Est-ce que je suis une pompe à énergie?» Quand on a un parent qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas observer, qui ne sait pas écouter, qui ne tient pas compte de nous, qui ne nous respecte pas, oui, ça crée un climat toxique. Et l'intrusion de tout membre, de tout parent en dehors de notre cellule familiale. Quoi qu'il arrive, nous le vivons tous de manière différente. Nous le vivons tous de manière différente. Et ça, c'est juste une petite liste. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs et nous le vivons tous de manière différente. Alors, ça nous façonne. Cela nous façonne. Les parents trop sécurisants aussi nous façonnent. Des parents absents nous façonnent. Je vais vous raconter l'histoire et là, c'est encore une autre cliente que j'ai eue cette semaine et c'était sa fille unique. Déjà, elle a eu très tardivement et sa fille lui demandait d'aller faire une crémaillère hem chez une amie de l'école et puis là, elle disait: «Mais non, tu peux pas, tu sais, il faut faire attention, le monde spirituel existe, il y a des viols, il y a des choses qui se passent» et là, le papa a tapé le poing sur la table en disant: «Tu arrêtes». Oui, parce que cette maman et moi je lui dis: «Oui, ton mari a raison de dire d'arrêter» parce que cette maman était en train de conditionner sa fille, de lui mettre des limites, que de lui permettre d'aller tout en la responsabilisant ou tout en lui disant: «Écoute, fais attention, si tu vois tel ou tel geste, ne le fais pas». Alors oui, nous allons en relation, c'est vrai, mais nous n'allons pas en relation parfois de façon libre. Nous n'allons pas en relation, parce que nous le choisissons. Le plus souvent, il y a 3 étapes qui conduisent à vouloir entrer en relation et ça, c'est de façon universelle. La première étape, c'est prématurément. Oui, heu, quand on n'a pas senti, quand nos parents ne nous ont pas, rempli notre jauge émotionnelle, rempli notre confiance en nous. Parce que la fille, elle a besoin de la voix de son père. La fille, en fait, elle a besoin que son père remplisse sa jauge émotionnelle. La fille sera vraiment confiante par le rapport qu'elle aura eu avec son père. Et quand elle n'a pas de rapport avec son père, quand elle a une relation toxique avec son père, quand son père est absent ou quand elle a une forme de relation abusive sur le plan émotionnel avec son père, elle rentre dans la vie avec une appréhension des hommes. Par exemple, si le papa est maltraitant envers la maman, la fille aura déjà une appréhension envers les hommes. Une appréhension. Quand une enfant assiste à un papa qui est maltraitant envers sa maman,
mais ça crée en fait un tempérament sanguin. Vraiment, ça crée un tempérament sanguin et idem pour le garçon. Alors le garçon quand il voit, son papa, maltraiter sa mère, il peut en fait avoir 2 aspects, en fait, qui vont ressortir. Le premier aspect, il peut être très protecteur de sa mère, alors il va être en colère contre son père. Sachant que une fois marié, ce que j'ai observé, c'est que les petits garçons dont les mamans ont subi les papas, une fois mariés, font subir à leur femme leur même traitement. C'est comme, OK, si ma mère n'a pas été heureuse, tu ne seras pas heureuse. Et en consultant les couples, je demande toujours, mais comment son père a été avec sa mère. Et on se rend compte que parfois le papa était très autoritaire, il a très autoritaire, très, 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 une autorité toxique, abusive, ce qui fait que quand le fils euh, va vers sa femme, le seul comportement de son père, qu'il a peut-être détesté quand il était enfant, aujourd'hui, c'est la seule image qu'il a d'un homme qui doit traiter une femme. Alors, je ne sais pas de comment ça se passe, mais il se retrouve à la position de son père en train de maltraiter sa mère. Et ça, c'est vrai. Les premières lames, les premières peurs, toutes ces choses en fait, nous les recevons dans le milieu dans lequel nous évoluons. Donc, prématurément. Parce que personne ne peut vivre dans ce que moi j'appelle le feu, que ce soit les disputes, la séparation, le manque de communication, le manque, la pauvreté, l'absence des parents et toute forme d'abus, le climat toxique, le manque d'intimité, le manque de complicité, l'intrusion. À un moment donné, ça peut être perçu comme le feu. Il y a d'autres qui vont sortir par le biais des études, ils vont sortir par le biais des études, mais ils vont, OK, j'ai besoin, vont rentrer en relation de façon prématurée. Ensuite, le 2e aspect qui pousse les gens à rentrer en relation, c'est la recherche de l'amour. La recherche de l'amour. Et oui, il y a plusieurs femmes, surtout les femmes, veulent rentrer précocement dans une relation à la recherche de l'amour. Et c'est là où ça bug et c'est là où parfois c'est la douche froide. Parce que quand vous n'avez pas été, quand vous ne vous êtes pas senti aimé dans l'environnement auquel vous avez vous avez baigné, donc façonné, quand vous souhaitez rentrer en relation, vous voulez rentrer en relation à la recherche d'amour. Ça crée ce genre de femme qui, OK, j'ai besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu m'aimes. C'est une pompe à énergie, en fait. Parce que ce ne sont pas des femmes qui sont rentrées en relation pour donner, mais ce sont des femmes qui sont entrées en relation pour recevoir. Et une relation même, c'est l'échange. L'échange d'amour, l'échange de paroles, l'échange d'actions, l'échange de dons, l'échange de talents, l'échange de gains. C'est ça la force d'une relation. Et quand vous rentrez, vous allez en relation à la recherche de l'amour, ben ça cause énormément de problèmes. Et si vous, je ne peux pas dire, bon, je peux dire, vous avez le malheur de rentrer avec ce besoin d'amour dans le mariage, vous n'atteindrez jamais la vitesse de croisière. Donc, la recherche d'amour. Et ça crée aussi ce genre de fille, il m'a dit je t'aime, il est gentil. À la moindre attention, vous faites l'erreur de entrer en relation, de vous attacher juste par amour. Alors que souvenez-vous, pour éventuellement évoluer avec quelqu'un, il faut plus que l'amour. L'amour aveugle. L'amour aveugle. Et l'amour ne suffit pas pour entrer en relation en vue d'un mariage, en vue de former une famille. L'amour ne suffit pas. Il faut un caractère, il faut la crainte de Dieu, il faut un environnement, il faut une destinée manifestée.
par exemple, quand vous êtes en recherche d'amour ou quand vous rentrez de façon prématurée dans une relation, il y a beaucoup de femmes qui épousent des potentiels, donc des hommes qui n'ont encore rien manifesté. C'est juste un potentiel et une fois mariés, ça cause énormément de problèmes. Vous n'avez même pas idée du nombre de problèmes que c'est d'épouser un potentiel, donc un homme qui n'est pas accompli. Adam, dans la Bible, était un homme très accompli. Un, il avait un Dieu, il était en présence de Dieu. Deux, il avait une destinée manifestée. Il savait pourquoi il était sur terre. Trois, il avait un environnement. Quatre, il avait un but dans la vie. Il avait une direction. Il avait un moyen de subsistance. Alors, beaucoup de mariages souffrent simplement parce que nous avons fait l'erreur de nous mettre en relation avec un potentiel. On peut rencontrer un potentiel, mais quand vous n'êtes pas en recherche d'amour, quand vous n'êtes pas en recherche de sensations, quand vous n'êtes pas en recherche de compagnie, quand vous êtes assez équilibré, vous permettez à l'autre, en fait, vous rencontrez un potentiel, mais vous permettez à l'autre de manifester son potentiel. Parce que oui, une fois marié, ce n'est pas impossible de manifester son potentiel, mais cela devient périlleux. Par exemple, je demande souvent aux femmes, qu'est-ce qu'il fait? Je veux savoir. Pourquoi lui? Elles me disent: «Il est gentil». Mais je dis: «Est-ce que vous savez que dans la Bible, le mot gentil n'existe pas et que le mot gentil, ce n'est même pas un trait de caractère de Dieu». Donc vous ne pouvez pas vous baser sur le fait qu'il soit gentil, heu, pour dire qu'il sera un bon mari, qu'il sera un bon père, qu'il sera un bon mentor, un bon leader, un bon chef, une bonne autorité, quelqu'un en qui vous pouvez lui faire une totale confiance et lui remettre le volant de votre vie, votre potentiel, votre avenir, votre épanouissement. Oui, moi aujourd'hui, je suis réveillée à 4 heures du matin. Hier, j'étais en train de travailler et il était minuit 31 et il y a une dame qui m'a appelée. Et j'ai juste dit, mais je me rends compte que oui, on peut avoir tout l'argent du monde, on peut avoir toute la position du monde, mais on a besoin d'amour, on a besoin d'être dans une relation, on a besoin de se sentir aimé et surtout d'aimer. L'importance de guérir de sa maison d'enfance va nous permettre, nous, déjà, de pouvoir donner à l'autre, de ne pas être comme une balance. Vous voyez, quand la balance n'est pas équilibrée, c'est un poids très lourd d'un côté et l'autre devient léger. Pourquoi? Parce qu'on aspire, on demande de l'énergie et il faut comprendre que quand on rentre en relation de façon prématurée, donc on n'a pas pesé le pour et le contre, on rentre en recherche d'amour, l'évolution du couple ne peut pas se faire. Oui, 95% des couples qui ne s'entendent pas sont restés à la première sphère. C'est quoi? Ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas alignés, ils ne forment pas une seule chair. Ils sont juste à la première sphère. Ils restent à la première sphère. C'est quoi la deuxième sphère? euh, L'éducation des enfants, penser héritage, penser investissement, préparer l'avenir, à s'accomplir ensemble. Mais 95% des couples, sinon 100% des couples, restent à la première sphère, l'alignement. C'est comme, OK, un avion. Moi, je prends souvent le mariage comme un avion, une relation conjugale comme un avion. On s'est assuré qu'on souhaite aller ensemble dans la même direction. On prend un billet pour la même direction. On s'assoit côte à côte, oui, parce que le mariage, c'est se mettre en face d'eux, côte à côte. Donc, l'homme est du côté droit, la femme est du côté gauche, et on monte dans un avion. Il y a des couples qui sont même pas arrivés à l'aéroport. Il y a des couples qui n'ont même pas choisi la destination. Il y a des couples qui n'ont même pas encore décollé. Parce qu'une fois que vous décollez, tout va bien. Vous êtes aligné, vous atteignez la vitesse de croisière jusqu'à la destination. Et personnellement, moi, j'aime bien dire que la destination, ce sera le retour de Jésus. Donc, il faut faire très attention. Et puis, il y a le troisième point. Vous avez ces personnes qui vont en relation pour guérir. Waouh, 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 waouh. Alors, ils se mettent en relation pour guérir. Guérir de quoi? Du rejet. Par exemple, je ne me suis pas sentie aimée dans le milieu dans lequel j'ai évolué, que ce soit dans la maison d'enfance, que ce soit dans la sphère parentale, que ce soit lors de ma période d'études, que ce soit au travail, je transporte le rejet. Alors moi, je veux aller en relation pour me sentir aimée. Ce genre de blessure émotionnelle est tellement profonde
qu'elle demande à l'autre d'arrêter de vivre pour venir satisfaire notre blessure. Alors, il faut savoir que l'autre ne peut pas combler ce qui. Vous prenez le cas, par exemple, de toutes ces femmes qui vivent dans le passé. Elles se sont mariées, mais elles vivent dans le passé. Je les assimile beaucoup à la femme de Job. Ce sont des femmes mariées, oui, elles sont rentrées, mais elles passent le temps à regarder en arrière. Écoutez, la relation dans laquelle vous aspirez être ne peut pas être le consolateur, parce que je ne peux pas réparer ce que je n'ai pas causé. Je ne peux pas un moment de votre vie où je n'ai pas été. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas comprendre. Parce que quand on rentre en relation, il y a des responsabilités, il y a des obligations. Pour qu'une relation fonctionne, vous devez être intentionnel. Vous devez vivre dans le présent en vue d'aller dans le futur. Mais vous ne pouvez pas vivre dans le passé et espérer que votre relation fonctionne. Ce n'est pas possible. Vous devez guérir des blessures de l'enfance. Vous devez guérir OK, des blessures causées par votre mère ou par votre père, par votre oncle, par vos tantes, même par vos frères et vos sœurs. Vous devez guérir, vous devez faire un bilan de votre état émotionnel, psychologique et de votre état spirituel. Oui, vous devez guérir. Vous avez des femmes, c'est ce qui crée des courants comme tous les hommes sont pareils. Toutes les femmes sont pareilles. Une femme, tu ne peux pas lui faire confiance. Non, les gens sont tellement conditionnés par leur passé, par leurs blessures, et quand ils décident de se mettre en relation, ils espèrent guérir. Vous ne pouvez pas guérir. La personne ne peut pas vous permettre de guérir. Et j'aime bien ce verset biblique qui dit que le Saint-Esprit, le consolateur, et Dieu, Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Et j'aime bien aussi ce verset qui dit, je guéris les cœurs brisés. Oui, guérir est une affaire personnelle. On ne peut pas guérir à deux. Quelqu'un ne peut pas comprendre votre blessure. Il n'y a pas été, ce n'est pas lui l'auteur. Ce n'est pas possible. Par exemple, hier, il y a une dame qui m'a appelée et elle disait qu'à chaque fois que son mari lui disait non, elle se sentait rejetée. Je lui ai dit, la plus haute forme d'estime de l'autre, c'est d'accepter sa décision sans y revenir. J'ai le droit, même en mariage, de dire non. J'ai le droit de dire c'est pas le moment. J'ai le droit de dire je ne suis pas disposée. C'est un droit. Le mariage ne m'a pas en fait enlevé mon droit. Le mariage, je ne suis pas entrée en mariage et puis je n'existe pas. Non, j'existe. Vu que nous devenons une seule chair, c'est le nous qui devient un. Donc dans le nous, il y a moi et il y a toi. Il a le droit de dire non. Alors, c'est son langage intérieur, son langage à elle, son mécanisme à elle qu'elle s'est construite. Elle a sûrement eu une blessure de rejet, peut-être par le manque de confiance, peut-être dans sa cellule familiale, peut-être au travail. Elles se sont rejetées, elles ne se sont pas valorisées, ce qui fait que quand son mari lui dit non, à son mécanisme intérieur, elle vient, elle ajoute dessus et puis elle dit, il me rejette. Non, c'est des choses, c'est votre mécanisme intérieur. C'est vous qui le pensez, c'est pas lui. On a le droit de dire non. Par exemple, mon mari rentre le jour de mon anniversaire et il ne m'a pas apporté un cadeau. Si je suis équilibrée avec moi-même, ce n'est pas grave. S'il me dit je t'aime, je suis désolée, je ne vais pas en faire des caisses, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une erreur, il n'a peut-être pas eu le temps. Même s'il se levait un matin et qu'il ne m'ait pas souhaité un joyeux anniversaire, je vous assure, je n'en ferai pas un problème. Pourquoi? Parce que je ne le rattache pas à une blessure. Je ne garde rien à l'intérieur de moi. Je suis complètement guérie. Même si je suis sortie de ma maison, du milieu dans lequel j'ai grandi, par une fuite en avant, mais j'ai eu le temps de me réconcilier avec elle. J'ai eu le temps de me dire, OK, ils ont fonctionné selon ce qu'ils avaient reçu. Ils m'ont donné ce qu'ils ont reçu. Et parfois, même si on souhaite donner le meilleur, mais on est vraiment conditionné parce que nous savons. Les gens réagissent mal parce qu'ils ne savent pas. Peut-être parce que, OK, eux-mêmes, nos parents eux-mêmes ne viennent pas de cellules familiales équilibrées.
Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes à l'affût de toute information, de toute formation. Mais à l'époque, il fut un temps où on était coupé. On était coupé des autres, on était coupé de la connaissance. Aujourd'hui, on peut lire un e-book. Avant, c'était impossible. Aujourd'hui, on peut écouter un podcast. Aujourd'hui, on peut confronter son mal-être, on peut confronter sa blessure à une expertise sans pour autant bouger de chez soi. C'est ça la bénédiction que nous avons aujourd'hui. Même nos parents, nos grands-parents, nos tantes, l'environnement dans lequel nous avons été, ils n'ont pas eu peut-être cette opportunité. Et même si parfois ils ont eu cette opportunité, ils n'y sont peut-être pas allés parce que peut-être ils se sont dit, ben c'est comme ça les choses devraient être et c'est comme ça elles sont. Donc, il est important de guérir et quand on veut guérir, on pardonne. Moi, je dis souvent, la cellule familiale dans laquelle j'ai grandi, donc mon rapport avec mes frères et mes sœurs, mon rapport, tout ce que j'ai eu dans l'enfance, ce n'était pas ma cellule familiale, c'était celle de mes parents. Alors, moi, j'ai tiré des leçons, j'ai tiré ce qu'il faut faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et moi, comme je le dis souvent, je ne suis pas responsable de cela. Mais par contre, je suis responsable de la cellule familiale que Dieu m'a donnée maintenant. Parce qu'il dit, il donne une famille. Alors, peu importe là où vous avez grandi, comment vous avez grandi et comment vous avez été blessé, comment vous avez été heurté, vous devez faire la paix avec vous-même. Vous devez faire la paix avec vous-même pour pouvoir jouir de l'épanouissement que peut offrir une relation, pour pouvoir jouir du fait de deux valent mieux qu'un. Vous voyez, quand on reste dans le passé, quand on vient et puis quand on croit que l'autre va nous comprendre, il ne peut pas comprendre. Quand on croit que notre femme va nous comprendre, elle ne peut pas vous comprendre. C'est un signe de maturité de se dire, OK, avant que je ne puisse associer ma vie avec l'autre, je prends le temps pour moi. J'essaie de voir, est-ce que j'ai des blessures intérieures? Je dois guérir. Comment je dois guérir? Ben, écoute, je viens devant Dieu, pour moi, c'est ce qui marche. Je viens devant Dieu, je reconnais qu'il y a eu ça, ça, ça. J'ai été violée, j'ai subi de l'inceste, je n'ai pas eu l'attention de mes parents, j'ai eu l'absence de mes parents, on vivait dans la pauvreté, plein de choses. Et puis je dis, guéris-moi, guéris-moi. Je ne dis même pas restaure-moi, je dis guéris-moi. Fais de moi un vin nouveau afin que je sois une source de bénédiction. Un apport bénéfique pour l'autre. Je ne le connais pas encore, mais je suis consciente que il ne peut pas me guérir. Il ne peut pas me donner plus que je ne puis me donner moi-même. Et il y a ce verset qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et souvent, quand une femme arrive et qu'elle me dise, mon mari ne m'aime pas. Je dis, mais comment tu sais que ton mari ne m'aime pas? Ah, parce qu'il ne fait pas telle chose. Je dis non. Ne pas faire certaines choses, ça s'appelle l'expression de l'amour. Normalement, imaginez, nous sommes dans une société où nous ne pouvons rien acheter. Nous vivons tout nus, comme Adam et Ève. Adam et Ève, ils ne pouvaient rien acheter. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de bijouterie, il n'y avait rien. Mais ils savaient qu'ils s'aimaient. Ils savaient qu'ils s'aimaient. Maintenant, que ce soit le cadeau, que ce soit le voyage, aller au restaurant, tout ça, ce sont des expressions de ce que je ressens. Alors, imaginez être dans cette société où on ne peut rien acheter, où on ne peut rien démontrer, mais on doit vivre ensemble. C'est comme Adam et Ève. Alors, je dis, ce que tu demandes là, c'est l'expression de l'amour. Tu veux être enlacé, enlace-le. Quand vous êtes assez équilibré, quand vous n'avez pas de ressenti, quand vous n'avez pas d'offense, quand vous n'avez pas quelque chose qui vous empêche d'être libre, vous savez que l'amour part de vous vers l'autre et que l'autre va vous aimer du reflet que vous aimez, du reflet de l'amour que vous portez. Il ne pourra pas vous aimer en dehors. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est aussi simple que ça. Et en relation, Dieu a toujours envoyé l'homme et la femme face à face. Il dit aide semblable. Il dit le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à l'homme. Donc, nous sommes toujours face à face. Ça va de nous vers l'autre. Alors, quand je dis, écoute, fais-toi belle. Existe dans la relation. Oui, existe dans la relation. Et là, elles n'y arrivent pas. Simplement parce qu'elles ont un mauvais rapport à elles-mêmes. Alors, c'est très important de s'aimer. Que Dieu te bénisse et je te dis à la prochaine. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à en parler autour de toi. Allez, à la prochaine.